tous et à toutes et bienvenue à Belles Lettres, votre magazine littéraire sur Vert Pâturage Télévision. Aujourd'hui, je reçois pour vous M. Richard Ali, un féru de Belles Lettres, l'initiateur et le coordonnateur de l'Association des jeunes écrivains du Congo. Actuellement, il est directeur de la bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Avec lui, je vais m'entretenir autour de la littérature, du livre, de la lecture, de la culture et pourquoi pas de l'écriture. Découvrez son portrait à travers cet élément. Richard Ali Amoutou, plus connu sous Richard Ali, est un écrivain congolais vivant à Kinshasa. Il figure parmi les 39 écrivains subsahariens âgés de moins de 40 ans de l'anthologie Africa 39, préfacée par Wole Soyinka et lauréat d'autres prix littéraires dont les prix Mark Twain en 2009. Sa particularité est qu'il écrit en français et en lingala. Son roman Ebamba Kinshasa Makambo, écrit entièrement en lingala, une des langues les plus parlées en RD Congo et en Afrique centrale, a été traduit directement en anglais et publié chez Phonème Media sous le titre de Mystère Fix It. Très actif sur le champ littéraire congolais, il contribue énormément à l'émergence des jeunes talents et de la littérature congolaise en général. Fondateur de l'Association de jeunes écrivains du Congo AGECO et directeur général de Ali Books CD, première plateforme de vente de livres en ligne en RDC, il travaille actuellement comme responsable de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Parmi ses publications, on peut citer Le cauchemardesque de Tabou, recueil de nouvelles, publié aux éditions Mabiki et aux éditions Mediapol à Kinshasa entre 2011 et 2014. Ebamba Kinshasa Makambo Lisolo, c'est un roman aux éditions Mabiki en 2014. Okozonga Maboko Pamba, Masolo Amikose, nouvelle aux éditions Mabiki en 2017. Et Les portes sont débouches, un roman à paraître. Invité de Belles Lettres, Richard Ali Amoutou précise que la force de la littérature réside dans la manière de l'écrivain à raconter les vécus de tous les jours. Ce militant de la littérature en langue locale, particulièrement en lingala, lance un appel aux écrivains à lui emboîter le pas en vue d'une large conscientisation de la population et aussi de complexer les lecteurs. Bonjour M. Ali. Bonjour Monsieur Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir de me retrouver ici à Vert Pâturage sur votre plateau de Belles Lettres. Merci infiniment. C'est aussi un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau de Belles Lettres pour un entretien autour de la littérature, du livre, de la lecture et pourquoi pas de la culture. Évidemment. Oui. À ce que je sache, vous êtes juriste de formation et je suis quand même curieux de savoir comment s'est opéré ce passage du droit à l'écriture. Ah, très très belle question. Peut-être qu'on dirait que nous sommes passés de l'écriture vers le droit. Ah bon? L'écriture est venue avant. Par rapport au fond, hein, oui. Par rapport au fond, on est passé de l'écriture vers le droit. Mais par rapport à la forme, c'est ce que tout le monde sait, on est passé du droit vers l'écriture. Pourquoi je dis que par rapport au fond, c'est cela? Parce que moi, la vocation de devenir écrivain, en tout cas, la passion pour le belles lettres, voilà, on est dans les émissions de Belles Lettres, oui. s'est manifestée bien avant la passion pour le droit ou la vocation pour le droit. Oui. Donc je suis en deuxième année secondaire, je suis en train de finir le cycle de réattention. Et comme ça, donc, mon père, papa Philippe, que je salue en passant, m'aborde, me demandait ce que je compte faire pour les humanités. Oui. Et je lui dis, mais oui, je ferai la section littéraire. Pour finir, je tenais à devenir écrivain. Voilà, déjà en deuxième année, je dis ça à mon père. Et lui me dit, mais non, on a un échange intéressant à l'époque, voilà, qui me fait comprendre, mais ce serait mieux que tu fasses les droits. Et voilà, comme ton grand-père, qui était un brillant juge, président Mbandaka. Évidemment, j'aimais aussi les droits, mais je lui ai fait comprendre que ma passion, c'est de devenir écrivain. Que j'avais déjà vraiment tout calculé, que dans ma tête, il n'y avait que ça. Mais évidemment, papa m'avait fait comprendre pas mal de choses et je trouvais qu'il avait quand même raison aussi. Et donc, je lui ai dit, bon, ça va, je ferai la section littéraire pour
faire le droit à l'université. Mais cela n'a pas empêché, voilà, pendant que je tente de faire le droit à l'université, que je sois déjà devenu, que je devienne, pardon, écrivain. Voilà ce qui s'est fait. C'est ainsi que je dis que bon, on peut dire aussi que c'est l'écriture qui a précédé le droit à un moment, mais voilà, sur le point de vue forme, oui. Puisque je détiens un diplôme en droit, donc j'ai fait le droit public à l'université protestante au Congo, UPC, oui. Et donc je suis licencié en droit, mais là, à l'heure actuelle, voilà, je suis responsable de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, que tout le monde connaît, ici à Kinshasa, oui. Et j'ai toute ma vie en tout cas, aujourd'hui est centrée autour de la littérature. Donc voilà, je mène ma vie en tout cas à 99% dans le secteur du livre. Voilà. À quand remonte votre premier contact avec le livre? Alors, je ne sais pas trop, mais je pense que depuis toujours, moi j'avais toujours les livres entre mes mains. Oui. J'aimais beaucoup lire déjà dès tout petit, mais je n'oublie pas que il y a eu un déclic. Moi, ce n'était pas directement avec le livre en soi pour me dire que je deviendrais un écrivain. Oui. Moi, le déclic, c'était autour d'une émission, d'un magazine. On va dire quand même un magazine comme celui-ci, mais c'était vraiment un document sur les écrivains. Il y avait Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. C'était la semaine de la langue française, donc oui. Sur TV5 Monde. Je crois que j'étais en deuxième année secondaire. J'étudiais encore au collège à Beloya. Et donc là, j'étais les après-midi, mais les avant-midi, je suis vite tombé comme ça par hasard sur ces documents-là. Oui. Et le simple fait de suivre la vie de Césaire, moi, ça m'avait tellement emballé. Donc je me suis retrouvé, je me suis projeté. J'ai vu comme si c'était moi, en fait. Je me suis dit, mais tiens, c'est que j'ai toujours ressenti par rapport à l'amour de la parole, l'amour de mots, mon attachement aux mots. Je voyais bien comment on présentait la vie de Césaire et puis après, dans la soirée, on a présenté la vie de Senghor. Moi, tout était bien projeté, donc je me disais, je dois être comme ces messieurs-là, comme Césaire et comme Senghor. Et Dieu avait tellement bien fait les choses, je parle de Dieu, voilà, que un jour, ma mère m'a ramené comme ça au hasard. Je ne lui avais rien demandé. Je suis encore en deuxième secondaire, mais il me ramène l'anthologie des écrivains d'Afrique centrale, l'anthologie de la littérature francophone d'Afrique centrale. En tout cas, c'est cette anthologie-là que j'ai dévorée, je l'ai lue, je l'ai relue. Non, j'avais en tête tous les écrivains d'Afrique centrale, y compris évidemment ceux de la RDC à l'époque, le Zaïre. Donc c'est quand même ces deux éléments-là oui. Qui m'avaient poussé en tout cas à me déterminer, à me dire, mais tiens, ma passion, elle est là. Et après, je me mettrai comme ça, moi-même, à m'acheter de livres et tout et tout. En tout cas, ma vocation pour le livre, quand je raconte d'autres amis qui racontent comment est-ce qu'ils ont eu le temps de lire de Voltaire, de Hugo quand ils étaient au secondaire. Moi, ça n'était pas ça. Moi, franchement, c'était voilà, ces documents-là sur Césaire et Senghor, cette anthologie-là que m'a ramené ma mère. Et puis voilà, et puis j'ai toujours dit, mais je suis arrivé à lire un roman, La Symphonie pastorale, je me souviens très bien, en troisième année littéraire. C'est là où j'ai lu un roman. Pastorale de oui, quel auteur? Je crois que d'André Gide. André Gide, voilà. Okay. Je l'ai lu en troisième année, c'était une copine qui l'avait ramené en classe, KBA, et puis voilà. Donc après, c'est voilà, au fil des années que je commençais maintenant à découvrir la littérature peu à peu, à comprendre le genre, et voilà, et à maîtriser certaines choses, voilà, mais c'est parti d'un document, voilà. C'est dire aussi que de tels programmes, ça édifie plus d'un, voilà. Je pense, moi, que peut-être dans un salon quelque part à Kinshasa ou ailleurs, en RDC, il y a un jeune homme de 13 ans qui nous suit à l'instant oui. Et qui se dirait, mais tiens, oui, ce grand frère-là ou ce papa-là, il est écrivain, mais papa, je voudrais bien devenir écrivain comme lui, voilà. Donc, ces genres de programmes, en tout cas, ça contribue beaucoup à aiguiser certains talents, à susciter des vocations, en tout cas, je voudrais dire ça. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres écrivains à part Senghor, Césaire, qui vous ont particulièrement marqué dans votre cursus scolaire? Oui, bon, après, quand je citais Césaire et Senghor, moi, je trouve que c'était le fait du hasard, hein, que je suis tombé sur eux oui. Et que le document était très bien fait. Donc, j'ai été emballé, ça a suscité ma vocation. Maintenant, quand je me suis mis à lire, évidemment, moi, je commençais par beaucoup aimer
notre littérature africaine, hein, donc les auteurs congolais, j'en ai connu beaucoup, j'ai lu la plupart de ces auteurs-là, mais je lisais plus des extraits, parce qu'il n'y avait pas moyen de trouver leurs livres. Et je me souviens que j'ai toujours dit que quand je venais en littérature, ce qui mettait un petit, on va dire, un petit frein à la chose, c'était que la plupart de biographies d'auteurs sur lesquels je tombais, c'était né A et mort A. Donc c'était pour dire que cette profession-là a été faite par des gens qui étaient déjà décédés. Donc il y avait du mal à trouver des auteurs vivants comme ça, comment les côtoyer, savoir comment est-ce qu'ils mènent leur vie. Les auteurs que j'ai eu à lire après, ce n'étaient pas forcément des auteurs qui m'ont emballé ou motivé à devenir écrivain. Non, je les ai lus parce que je voudrais comprendre tel ou tel genre, je voudrais comprendre telle ou telle démarche littéraire. Et puis après, j'en ai aimé beaucoup, voilà, beaucoup. Mais parmi ceux que je suivis aussi à la télé qui m'ont motivé, et quand je parle de Césaire et de Senghor, j'aime beaucoup citer aussi le professeur Lee Eyoka. Voilà, je crois que c'est dans le documentaire de Mobutu, roi du Zaïre, c'est le seul monsieur qui apparaît et on écrit en bas, je crois bien, dramaturge, bien auteur. Oui. Voilà, moi je mets bien ça. Donc il prenait la parole dans ces documentaires-là et il apparaissait comme étant auteur. Moi je me disais, mais c'est bien. Donc le monsieur, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est qu'il ne fait qu'écrire. Et si on peut avoir comme métier toute sa vie ne faire qu'écrire, tant mieux pour moi. Qu'est-ce que vous aimez dans la littérature au point de lui dédier toute votre vie? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'acte littéraire, dans l'acte d'écrire? Je crois que c'est une question pertinente. Et le fait que vous me posez la question maintenant, ça me pousse à y réfléchir. Et donc, je ne trouve pas de réponse. Et je comprends que c'est justement le fait que je suis attaché à la littérature, que j'aime beaucoup la littérature, que je ne puis donner des réponses exactes à ça. C'est la même chose que je disais autrefois à mon épouse, voilà, qui me demandait, mais qu'est-ce qui fait que tu m'aimes? Je dis, mais justement parce que je n'ai pas les raisons. Voilà, je ne sais pas comment expliquer. Je la regarde et je dis, mais voilà, si je commence à expliquer ça, ça veut dire que je taperai peut-être à côté. Donc, je lui disais, mais j'ai juste senti à un moment de ma vie que je ne pouvais pas passer les restes de ma vie sans toi. Voilà. Et donc, je crois qu'à un moment de ma vie, je me disais, mais je peux tout faire. Oui, je peux tout faire, mais si je finissais ma vie et qu'on me disait que je ne suis pas écrivain, voilà, que je ne me retrouvais pas dans le monde du livre, j'aurais passé ma vie à vide, en fait. Moi, c'est ça, en fait. Alors, je ne sais pas expliquer ce qui m'amène vraiment à la littérature, mais je réalise juste que c'est comme si c'était mon oxygène, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas vivre sans parler livre. Voilà, je ne sais pas vivre en tout cas sans me retrouver dans un cercle d'écrivains. Je ne sais pas vivre sans avoir un livre à mes côtés. Et tout ça, c'est inexplicable. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, toi, je peux demander à Lionel Messi, qu'est-ce qui fait qu'il soit accro au ballon? Il te dira, mais lui-même, il ne sait pas. Je crois qu'il y a... C'est un peu inexplicable, peut-être. Voilà. Et le fait que c'est inexplicable et que moi-même, que je sois arrivé à ça, que je n'arrive pas à expliquer, moi ça me va comme ça. Je crois que le fait que je n'arrive pas à expliquer pourquoi je suis accroché au livre, pourquoi voilà, c'est vraiment ma passion. Et j'aime bien le fait que l'on dise qu'on est passionné à quelque chose. Ça veut dire qu'on est prêt à mourir pour cette chose-là. Donc ça veut dire que si vous pouvez tout me donner en fait, donnez-moi de millions, on parle de millions maintenant ce jour-ci, donnez-moi des millions, donnez-moi tout ce que vous voulez, mais si vous ne me donnez pas de livres, vous ne me servez pas de la littérature, je crois que je serai malheureux tous les restants de mes jours. Donc le fait que je sois heureux grâce au livre, je crois que cela me suffit et je ne sais pas l'expliquer. Avez-vous un modèle en littérature? On a toujours des modèles. Qui vous inspire, qui vous a inspiré? On a toujours des modèles. Moi, je crois que la plupart d'auteurs que j'ai lus restent mes modèles. Peut-être que je ne sais pas le citer, mais voilà, ce matin même, je disais encore ma fois, je dis, mais toute ma vie, je l'ai construite qu'autour de modèles. Pour arriver à parler comme je parle là, il y a quelqu'un que j'ai imité. Pour m'habiller, il y a quelqu'un que j'ai imité. Et qui ne le sait pas forcément. Pour écrire, il y a quelqu'un que j'ai imité. D'ailleurs, je disais ça à un jeune frère qui me disait, mais je veux avoir un style à moi. Je dis, mais tu n'auras jamais un style à toi. C'est-à-dire que le style à toi, tu l'auras en imitant une autre personne. Tu n'inventeras pas la roue. C'est-à-dire que si je tombe amoureux du style de Laurent Kalombo, dans Paroles enflammées,
je me mets à l'imiter. Certes, ceux qui connaissent le style de Laurent Kalombo diront, mais il écrit un peu comme Laurent Kalombo. Je n'écrirai jamais totalement comme Laurent Kalombo. Mais le simple fait que ça m'ait plu et que je me sois mis un peu à tenter à écrire comme toi, il y aura toujours du moi qui ressortira. Tout à fait. Et ça, je pourrais continuer avec au fil du temps. Voilà, je lis beaucoup d'auteurs. Je lis beaucoup d'auteurs congolais. Peut-être moi, je crois que la plupart, vraiment, même des jeunes de ma génération, m'inspirent. Des aînés au pays, des aînés à l'extérieur, ceux qui sont partis. Voilà, ce sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Donc, vous ne pouvez pas citer un nom? Non, citer un nom, ce serait méchant. sinon, tout le monde se dira, ah, mais voilà, c'est l'unique qu'il reconnaît. Non, je pourrais oser citer une dizaine, comme ça pourrait équilibrer, parce que voilà, le fait d'être humain, je dois absolument en oublier un ou deux. Voilà. J'ai cité les professeurs Yoka, j'ai cité qui d'autre, Vumbi Yoka, Valentin Mundimbe, l'écart entre le zoo surtout, voilà. Oui. Le professeur Yoka, j'ai cité. Mais lui, c'est un aîné que j'aime beaucoup dans le C, c'est l'excellence Didier Moumengi. En tout cas, du côté essai, c'est la perfection. Très fort, il y a les professeurs Massé Gabio, voilà. Et ce même pas et ce sont vraiment de doyens dans la chose. Hein. Ce sont de papas qu'on admire beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Il y a des amis que j'apprécie tant. Fiston Mwanza, Mujila, médaillé d'or, listé Man Booker Prize, qu'on ne le dit pas très souvent, mais c'est une fierté pour ce pays. Fiston Mwanza était Man Booker Prize. Donc c'est une grande fierté pour la RDC. Il y a Blaise Ndala, il y a Sinzo, il y a Béatitude, il y a Yolande qui est passée ici. Voilà, moi je crois que c'est... Moi la joie que j'ai, c'est de voir que voilà... il y a une génération aussi qui est arrivée et tout cela, en tout cas, on s'inspire et ça me fait beaucoup de bien. Et quelles sont vos sources d'inspiration? La vie de tout le jour. La vie de tout le jour, moi, c'est... les faits sociaux. Les faits sociaux, les discussions que j'ai avec les gens, surtout les discussions que j'ai avec les gens, c'est que j'observe. Après, j'essaye de construire quelque chose autour de ça. Mais vraiment, c'est ça. Donc, je ne fais pas encore de la science-fiction. Moi, je suis plus dans l'actualité fiction, on va dire ça comme ça, ou de la politique fiction. C'est d'ailleurs le prochain roman qui arrive. C'est vraiment ça. Je m'inspire de tout. Et je suis encore dans la nouvelle, le roman. Voilà. Et ça me permet en tout cas de bien travailler. Parce que voilà, moi, je dis... L'avantage d'un écrivain congolais, c'est qu'il est gâté au fait. Il est servi chaque jour. Il est servi chaque jour par l'actualité qui l'entoure, par le buzz qu'il reçoit. Ça lui donne de la matière. Après, voilà, on écrit autour de tout ça, mais aussi on écrit contre tout ça. Moi, je crois qu'il y a pas mal d'éléments qui m'invitent en tout cas à écrire contre. Et j'écris beaucoup contre, en tout cas, que d'écrire pour. Okay. Il y en a qui pensent que la littérature congolaise, africaine, est trop réaliste. Et c'est ce fait-là qui l'empêche de percer sur le plan international. Elle ne fait pas assez de place aux rêves, à l'illusion, tout. Elle est trop liée, attachée aux faits. Elle ne décolle pas des faits. Elle ne transfigure pas les faits. Je pense que cette lecture de choses est un peu biaisée, hein, à mon humble avis. Oui. Parce que si l'on compare, si on doit parler par exemple le cas de la littérature nigériane qui est aujourd'hui en puissance, c'est une littérature qui est vraiment ancrée dans le fait réel. Hein. Voilà, mais c'est une littérature qui est en puissance aujourd'hui. La littérature américaine par exemple aussi, elle est vraiment ancrée dans le fait réel aussi, mais c'est en puissance. Donc je pense que c'est... moi je crois que les choses se placent peut-être époque par époque. Donc il y a une thématique qui peut revenir pour une période de 10 ans. Oui. Voilà, tout le monde est peut-être focus sur le transport, sur le fait de société. Et puis viendra, vous allez constater voilà, que tout le monde revenait par exemple pour le conte, tout le monde revenait par exemple pour de science-fiction. C'est comme ça. Quelle est la thématique en vogue pour le moment? C'est justement, je pense que ce sont des faits de quotidien, qui est une thématique qui a vraiment constitué
été reprise pour cette décennie, cette dernière décennie. Hein, tout le monde est revenu sur de faits de société, le transport, le site là. Mais après, on a aussi oublié qu'il y avait aussi une autre thématique qui est restée, mais qui continue encore jusqu'à l'heure actuelle en RDC. Oui. J'ai fait ces constats, c'est la guerre ou le viol pour ceux de l'Est. Voilà, le fait que je sois dans l'organisation de plusieurs concours littéraires au pays, le texte qui vient très souvent des auteurs de la partie orientale du pays sont des textes qui concernent très souvent la guerre. C'est dire que c'est un peu difficile pour ces auteurs-là, ces écrivains-là, de le pousser à sortir de ce qui le dérange pour le moment. C'est un peu ça. C'est quelqu'un qui vit à Goma et qui sait que dans son actualité, c'est la guerre. Oui. Dès lors qu'il prend sa plume pour commencer à gratter, je crois qu'à 99% de ce qui vient à l'esprit, c'est la guerre. Et sa fiction tournera autour de ça. Quelqu'un qui vit à Kinshasa et qui, pendant 3 ans, n'a fait que monter dans des gambards, voilà, s'est bousculé pour attraper un taxi. Oui. Quand tu lui décris, je crois que du coup, il doit parler un peu des transports en commun. Il est là, il dort dans les bruits, il se réveille dans les bruits d'une église des réveils à côté. Quand il faut produire une fiction, il écrira sur mais ce genre de fiction ne pourra intéresser peut-être que les étrangers. Puisque ceux qui sont sur place connaissent déjà ce genre d'histoire. Mais ça, c'est aussi une lecture un peu pas bonne. J'ai envie de dire biaisée. Pourquoi? Parce que des fois, on se les dit à tort. C'est-à-dire quelqu'un se dit, oui, mais il écrit, on va dire un exemple bête, excuse-moi, il écrit sur le procès 100 jours. Hein? Disons ça comme ça. Oui. Mais tous on vit les procès 100 jours. Tu vois, quelqu'un peut se dire ça, mais c'est la manière de raconter. C'est là où intervient la littérature. C'est-à-dire que si moi je viens commencer à te raconter, vous savez, monsieur Laurent, mais le procès 100 jours, il y a monsieur Jamal, tu vois ce qu'il a dit? Il a dit qu'il se souvenait de rien. Je peux te le raconter de manière à te faire dormir. Mais si quelqu'un a des ingrédients pour te raconter la même chose, même si c'est toi qui vivais l'histoire, tu lui diras, mais non, mais ça me fait marrer. Mais moi, j'ai tenté le coup. J'ai fait un petit post sur le jour où on finissait le dernier, le procès qui venait avant celui du 3 juin. Oui. J'ai juste rapporté un petit témoignage sur Jamal. Donc, j'ai fait un petit truc comme ça en lingala. Mais les gens ont adoré, les gens aimaient. Mais c'était une histoire qu'ils vivaient. C'est ça la littérature en fait. Oui. Donc on ne peut pas dire non, mais nous on vit ça. Non, mais ce sont les mêmes choses, ce qui fait que les écrivains sont vraiment des magiciens de mots. C'est-à-dire que la littérature tient à ça. La littérature tient justement, on parle, oui, on communique avec le même mot, mais comment est-ce que moi, écrivain, je place mes mots? Voilà, comment est-ce que moi, écrivain, j'arrive à jouer tout autour de l'histoire que tu connais? Tu sais bien que le procès en question a démarré comme ça, il va se terminer peut-être comme ça. Et moi, je viens te raconter la même histoire, mais de manière à ce que tu te dis, mais non, je n'aurais pas imaginé cette histoire comme celle-là. Donc, je pense que dire que le fait que les auteurs viennent raconter sur la guerre que tout le monde connaît, sur le viol que tout le monde connaît, sur le problème sociétal qu'on a, que tout le monde connaît, ne permettra pas à ce que cette littérature d'école... Non, pas du tout. Quand à l'époque, le Junior faisait le buzz ici dans le pays, quand le Junior, hein, le petit magazine, le BD là, que l'on vendait, ça se vendait comme des petits pains, mais qu'est-ce qu'on racontait? Est-ce qu'on racontait des histoires qui se déroulent en mars? Non. On racontait le fait que non, il y a une dame qui a attrapé son mari avec une autre épouse, et puis c'est de fait bénin, mais qui intéressait, parce que ça c'était très plaisant, voilà, le dessin était plaisant, la manière de raconter les histoires, et tout le monde voulait lire ça. Donc la littérature, c'est une autre magie en fait, c'est la même parole, mais qui est dite autrement, parce qu'il y a de l'esthétique, il y a de la beauté, et voilà, c'est autre chose en fait. Est-ce que vous pouvez concevoir une littérature qui ne peut être que belle sans être utile, sans véhiculer un message? Comment je puis dire, l'une peut exister sans l'autre et les deux peuvent coexister. Okay. Parce que la littérature, c'est quoi? Après tout, la littérature, c'est justement un art. Oui. C'est l'art. Donc,
Et l'art là peut avoir plusieurs, on va dire plusieurs objets, tout comme je peux exploiter cet art là pour éveiller des consciences, pour conscientiser, pour critiquer, mais aussi juste pour égayer. Okay. Donc, celui qui utilise l'art littéraire, qui utilise la littérature, pour donner du plaisir à lire à quelqu'un, il ne faudrait pas lui en vouloir. Ça fait partie de la littérature. Ça existe aussi. Quelqu'un se réveille le matin, voilà, il écrit quelque chose qui est très plaisant. Oui, c'est de la littérature. Quelqu'un écrit des textes forts, c'est vraiment très critique, voilà, c'est corsé. Ok, c'est de la littérature. Quelqu'un peut aussi combiner les deux. Donc, il fait de la satire, par exemple, voilà, ça fait rire, mais tu dis, mais c'est quand même fort. C'est qu'il dit là, oui, ça fait rire, mais ça interpelle. Donc, je crois que c'est ça, en fait. Donc, mais pour vous résumer, la visée première de la littérature, c'est la beauté. La littérature, c'est la beauté. Parce qu'on ne peut pas concevoir la littérature sans beauté. Parce que je crois que dans la définition de la littérature, il revient toujours le mot esthétique. Voilà, voilà, quand on fait la musique, c'est pour que ça soit agréable à l'oreille. Quand ce n'est pas agréable à l'oreille, ce n'est pas de la musique. Et même pour la littérature, c'est l'élément beauté qui doit y figurer toujours. C'est l'élément esthétique qui vient faire toute la différence. On peut s'arrêter à la beauté ou aller au-delà de la beauté, c'est-à-dire transmettre un message, ça. On transmet le message à travers la beauté. Ça veut dire que, oui, c'est-à-dire que la personne qui écrit, cette beauté-là, c'est dans quel sens? La personne qui écrit n'écrit pas comme celui qui fait de l'essai. C'est ça le problème. Donc, lui, il écrit, il a une licence littéraire, il s'est mis à vous écrire, par exemple, un roman de bout en bout, 100 points. Celui qui veut venir contrôler la grammaire se dira, mais c'est mal écrit. Celui qui a un esprit littéraire se dira, mais c'est tellement beau, je le lis, il n'y a pas de points, c'est beau. Et puis après, il y a un message. Donc, d'abord, je crois que quelqu'un qui lit une œuvre littéraire cherche d'abord ce qu'on appelle la littérarité. La littérarité. Voilà, il cherche la littérarité. Quand tu retrouves, il se dit, mais non, mais ces textes, je sens une beauté dans ce texte. Même si voilà, c'est un texte engagé, mais il peut ressentir une beauté, il peut sentir un jeu de mots, il peut sentir une musique qui se dégage. Il y a tout ça. Donc dès qu'il y a déjà ça, on est dans la littérature et on peut faire autre chose aussi. Après. Vous évoluez dans quel genre littéraire? Comme je le dis, moi je fais de nouvelles. Oui. Je fais de nouvelles. Maintenant, je suis dans le roman. Oui. En tout cas, sur les deux genres dans lesquels je me situe jusque-là. Je n'ai pas encore... j'ai écrit un texte de théâtre à un moment, mais c'était un monologue, voilà, qui n'est pas encore vraiment exploité. Mais le genre dans lequel je me situe, en tout cas, c'est la nouvelle et le roman. Vous êtes de ceux qui militent pour l'écriture en langue locale, et plus particulièrement en lingala. Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que la littérature en langue, en lingala, a un avenir en RDC? La question est bien posée, mais je me bien qu'on se comprenne par rapport à ce que nous suivons. Oui. Est-ce que le fait de dire que je milite pour la littérature en langue locale, en langue maternelle, lingala, oui. Vous voudrez dire que je n'écris pas en français? Non, j'écris en français. Vous écrivez aussi? J'écris aussi en français. Donc oui. Mais je mène un petit combat. Je n'aime pas dire combat, mais je mène une belle aventure, oui. Pour sensibiliser les auteurs à écrire aussi, si possible, en lingala. Je crois que j'aimerais d'abord préciser que c'est comme ça qu'on devrait présenter cela. Maintenant, est-ce que j'y crois? Mais je ne peux pas mener un combat ou bien faire une aventure sans pour autant y croire. Oui. C'est d'abord parce que j'y crois, fermement en tout cas, que je me suis lancé dans cette belle aventure d'écrire en lingala aussi. Est-ce que ça a de l'avenir? Je ne sais pas si j'aimerais répondre à ça par une question, mais je n'ai peut-être pas le droit de vous poser une question. Mon échange, j'aime bien des fois déranger des amis à travers cette petite question. Je leur dis, mais est-ce que vous pouvez vous imaginer une littérature tchèque, en langue tchèque? Est-ce qu'on peut se le dire? C'est-à-dire que la langue tchèque, elle existe, mais on a une littérature tchèque. Et qui est connu aussi à travers le monde. Maintenant, est-ce que maintenant, quand on doit se poser la question de littérature en lingala, oui. Est-ce qu'on peut même se poser la question, est-ce qu'on peut même hésiter? Je dis, mais non. Mais non. Le lingala qui est une langue internationale même.
Le lingala n'est pas parlé qu'ici en RDC. Regardez un peu cet avantage qu'on a. C'est là où moi je me dis, mais tiens, excusez-moi, monsieur Laurent, mais 60 ans après les indépendances, 60 ans après notre indépendance, Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir une littérature abondante en lingala. Au fait, quels sont les enjeux d'une littérature en langue locale? Ils sont nombreux et consistants. Oui. Tout d'abord, vous disiez tantôt, d'ailleurs c'est vous qui voulez me ramener à ça par rapport aux objets de la littérature. Vous m'avez dit, mais au-delà de la beauté, Oui. on peut aussi envisager certaines autres choses. Oh. Mais au-delà de la beauté, c'est aussi la conscientisation de la population. C'est aussi le fait d'arriver à, j'aime bien dire ça entre guillemets, de décomplexer ceux qui vous prennent pour modèle, ceux qui vous lisent. Oui. Vous savez, la langue dans laquelle nous écrivons notre littérature aujourd'hui, congolaise ou africaine, comment on dit toujours la littérature africaine d'expression française, d'expression espagnole, d'expression anglaise. Toujours cette littérature se définit par de langues imposées. Voyez-vous? Oui. Et quand on doit, des fois, moi j'essaie de lire un peu pas mal d'ouvrages de littérature, des fois on situe les débuts de notre littérature par des œuvres produites dans ces langues-là. Comme si, avant que ces langues-là n'arrivent, Oui. nous n'avions pas de littérature. Comme si, avant que l'on soit en contact avec les Français, les gens n'écrivaient pas. Ou les gens n'avaient pas idée de la littérature. Ça, c'est vraiment un déni de soi, en fait. Oui. Et justement, quand on arrive à comprendre ces choses, on se dit, mais tiens, on se pose des vraies questions. On se dit, mais tiens, attends, mais j'écris en lingala, c'est bien, en français, c'est bien. Mais qui est-ce qui m'empêche, ou qu'est-ce qui, oui, c'est qui est-ce qui, ou qu'est-ce qui m'empêche à écrire en lingala? C'est ça la grande question que moi, je me suis posée à un moment de ma vie. Et quand mon éditeur, que je salue encore à passant, en tout cas, un monsieur que j'admire beaucoup, le professeur Bienvenu Sele Mongaba, m'a posé cette question, m'a demandé, me disant, mais Richard, mais pourquoi tu n'écriras pas aussi ce que tu as raconté dans le cauchemardesque de Tabou en lingala, par exemple? Oui. Mais c'était une interpellation. Donc je me suis dit, mais tiens, mais justement, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'au moment où je sens que je maîtrise l'alphabet, j'ai tout le moyen, moi d'ailleurs je suis né en Mbandaka, voilà, ce que je me disais, mais je suis né en Mbandaka, mes 4-5 premières années de vie, je ne parlais que le lingala. Moi j'ai tété en lingala, moi j'ai pas commencé à rire en français, hein. Moi j'ai commencé à rire en lingala, j'ai commencé à tousser en lingala, j'ai tété ma maman à rêver en lingala, donc j'ai commencé à rêver en français ici à Kinshasa. Oui. Je suis arrivé à l'âge de 5 ans. Voyez-vous un peu? Oui. Donc je me dis, mais intellectuel que je suis, bon, entre guillemets comme ça, qu'est-ce qui m'empêche et qui est-ce qui m'empêche à écrire en lingala? Je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne. Et le fait qu'il n'y a personne qui m'empêche de faire ce travail-là en lingala, et je me dis, mais tiens, ok, allons-y, continuons à réfléchir. Deuxièmement, le français, c'est la langue officielle. Mais le milieu dans lequel je vis, ces milieux-là respirent, transpirent, dorment, se réveillent en lingala. Okay. Le lingala, c'est la langue que l'on doit reconnaître qui est la langue de pratiquement tout le monde en RDC. On peut bien écrire en lingala, mais comment amener les gens à lire? Mais justement, mais est-ce qu'ils vous lisent aussi en français? On va arriver à ces questions-là. Les gens se posent la question du lectorat. Alors cette question ne se pose pas par rapport à l'auteur. Oui. Oui, parce que l'auteur se dit, bon, moi je vais prendre une œuvre en anglais. Après, ça rencontrera le lecteur, ça rencontrera. Voyez-vous un peu, c'est ça la démarche. Donc je me dis, mais oui, on a... attendez, pour Kinshasa, la seule ville de Kinshasa, on a combien d'habitants? On a pas moins de 10 millions, je crois. 10 millions, plus de 10 millions d'habitants aujourd'hui. Oui, oui. Et la RDC à elle seule fait déjà plus de 90 millions, même 100 millions, si on doit être les dernières statistiques. Et on le sait très bien que quoi que le français soit la langue officielle, mais ce n'est pas la langue sociologique, ce n'est pas la langue de tout le jour ici en RDC. Oui. D'où, si les gens peuvent m'attendre quelque part, je pense qu'ils peuvent bien m'attendre en lingala. Et maintenant, comment est-ce que je peux aider cette population à être décomplexée? Parce que quand on suit ici à la télé, oui, il y a des gens qui, entre les zapper, se disent « Ah, bah, toi, français, voilà. » Voyez-vous un peu? On se dit, mais oui, à un moment de la vie, quand on devient intellectuel, c'est le français et tout et tout. Et puisque la masse est restée dans son lingala, et nous, on se dit, bon, nous, c'est l'élite et eux, ils sont là-bas. Moi, je me dis, non, non, faut pas continuer à avancer comme ça. Il faut aller rencontrer ces gens-là. Moi, j'écris pour qu'eux me lisent. Bien, parce qu'il y a beaucoup. Moi, la démarche que j'ai faite avec le roman en lingala, c'est que à un moment, je me souviens, quand je suis allé voir le ministre Richard Mouyej-Manguez-Mans, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, c'est lui qui était le parrain de mon livre. Et donc, au sortir de son cabinet, il y a une dame policière qui m'a abordé pour me dire, je n'oublie jamais ça,
Il dit, mais papa, pourquoi vous ne nous écrirez pas ces histoires aussi en lingala? Pourquoi les beaucoup de sont en mot en lingala? J'étais interpellé, je me dis, mais tiens, il y a déjà une lectrice qui m'attend en lingala, mais pourquoi pas? Et donc, je me suis lancé dans l'eau, je me suis lancé dans l'aventure. Et je ne suis pas le premier, en tout cas, parce qu'avant moi, il y a Bienvenue qui l'a fait. Il y a d'autres aînés aussi qui l'ont fait. Et moi, en tout cas, mon souci, c'est que ceux qui écrivent, ceux qui viennent de la littérature, qui ne soient pas complexés. La littérature ne veut pas dire écrire en français. Ça, on doit être d'accord. La littérature ne veut pas dire produire une œuvre de fiction en anglais. Non. La littérature veut dire écrire de belles lettres, écrire quelque chose qui est beau. Okay. Et cette chose-là, cet exercice-là peut se faire en n'importe quelle langue. C'est soit en tchèque, ou en lingala, ou en chiluba, en kikongo. Et donc voilà, c'est vraiment un appel à tous les écrivains à emboîter les pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse tout pour que notre littérature se définisse aussi à travers nos langues nationales. C'est capital, c'est important en fait. Okay. En fait, j'ai là entre mes mains Ebamba Kinshasa Makambo. Oui. Votre roman entièrement écrit en lingala. En lingala. De quoi est-il question là-dedans? Et puis, qu'est-ce qui explique les succès de ces romans? Alors, mais voilà, vous parlez, je commence par la dernière question, qu'est-ce qui explique les succès de ces romans? Oui. Les romans ces romans, évidemment, il a connu quand même un grand succès, oui. Mais ce sont les histoires de tous les jours. Je n'ai rien inventé de surplus là-bas. Je parle de quoi? Ebamba, c'est un jeune Quinois. Voilà, il vit à Kinshasa, il loue quelque part chez Maman Mongala. Oui. C'est un peu ça la trame, hein? Cette dame-là qui a sa fille qui s'appelle Maggie, qui impose à Ebamba d'absolument sortir avec sa fille, d'épouser sa fille. Et puis voilà, il y aura la mort de quelqu'un. Et puis voilà un peu, qui ne sait pas que ce genre d'histoire de Maman Lopa où on se raconte à Kinshasa. N'est-ce pas? Tout ce qui m'a Solana. Voilà. Qui ne sait pas, là à l'intérieur, je parle de Wewa, des transports en commun. Voilà. Mais c'est la manière de présenter cette histoire-là. Ça commence par quoi? Ça commence par Bakissa. Ça qui m'est balé à l'os. Mine Amadesu, Nzungu ma famille, antenne parabolique, ça climatisé. Ça commence par ça qui se dit, mais tiens, mais j'ai déjà vécu ça lors de la dot. Donc je parle un peu de la dot aujourd'hui, je parle un peu de l'homosexualité, je parle de beaucoup de choses en fait, qui se déroulent à Kinshasa. Ça a plu à un grand public, des gens qui lisent en français, mais qui ont aussi été capables de lire en lingala, puisque c'est le même alphabet, ils parlent cette langue-là au quotidien, ils s'y sont retrouvés. Après, ça a aussi plu à un public extérieur. Oui. Donc voilà un peu. Donc, je crois que la littérature, l'important avec la littérature, je crois que quand on raconte de faits humains, oui, ça touche à tout celui qui est humain. Voilà, ça peut toucher vous qui êtes humain congolais, mais puisque je parle d'un humain, ça peut toucher un humain qui vit à Los Angeles, puisque là, vous allez en venir, ça a été traduit en anglais, et des Américains qui vivent à Los Angeles, ont été intéressés et ont beaucoup aimé l'histoire. Voilà un peu par rapport à ça. Monsieur Ali, il y a Monsieur Patrick Kianimi, dans l'un de ses articles sur le net, a dit de vous que vous faites partie de ces auteurs qualifiés de prometteurs qui pourront redéfinir la littérature africaine. Vous sentez-vous quelque part investi de la mission de redéfinir la littérature congolaise, africaine? Je le salue en passant, merci beaucoup d'avoir dit cela, mais je crois que peut-être moi-même, je crois que ça, ce sont des choses qui se feront avec l'histoire, qui se font avec l'histoire toujours. Oui. J'ai un peu compris le jeu, comment l'histoire s'écrit, comment les choses se font. C'est que les contemporains ne se rendent pas compte de ce qu'ils font à l'heure où se déroulent les choses. C'est après que l'on se dira, par exemple, quand on parle de l'aventure de l'écriture en lingala aujourd'hui, oui, c'est un peu dérisoire, non, voyez-vous. Mais 10 ans après, quand on ira, on se rendra compte, mais tiens, mais en 2014, il y avait tel roman en lingala, en 2015, il y avait ceci, en 2020, il y avait ça. Et puis on se dira, mais tiens, mais tout ça est parti de quoi? Est parti de tel endroit. Donc, je crois que ça, c'est l'observation de ceux qui sont critiques, de ceux qui savent observer l'histoire, comment elle se déroule. Moi, je ne suis pas encore dans ça. Mais est-ce que je suis investi de ces rôles-là? Je ne sais pas aussi non plus. Tout ce que moi, je sais, ce que je me dis toujours, bon, j'essaie d'apporter en tout cas ma pierre à l'édifice de la littérature congolaise. Je fais en tout cas ma part. Je me dis, bon,
qu'est-ce que je fais pour moi? J'essaie de faire tout ce qui peut faire bouger la littérature congolaise. On fera la somme de toutes ces choses à un moment de l'histoire, mais pour l'instant, voilà, on essaie de... Que voulez-vous que la postérité retienne de vous en tant qu'écrivain? Déjà, si la postérité retient que j'étais écrivain, ça me va beaucoup. Voilà, j'aurais réalisé mon rêve d'enfant, il y avait d'abord ça. Deuxièmement, comme je dis, il y a beaucoup de choses qu'on a vraiment fait aujourd'hui, qu'on a apporté à la scène littéraire congolaise, mais puisqu'on est en train de continuer de faire des choses, on ne sait pas faire encore les bilans. Tout ça, je pense que la postérité elle-même aura le temps de bien voir et de dire, voilà, mais voilà, si on fera un jour une belle anthologie des auteurs congolais comme Place de Richard Ali, les centièmes des auteurs, ça me va. Voilà. Mon rêve à venir sur Terre, c'était oui, je viens pour écrire des livres, mais aussi pour sauver un peu le secteur en question. J'essaie de donner ma part. Très souvent, je reçois des gens qui m'écrivent aussi, à travers mon compte Facebook, m'envoient des mails pour me féliciter, pour m'encourager pour ce que je fais. C'est justement tout ça qui nous donne une sorte de bouffée d'oxygène pour continuer de faire le travail que nous faisons aujourd'hui. Vous êtes l'initiateur et le coordonnateur de l'AGECO, l'Association des jeunes écrivains du Congo. Pourquoi la création de l'AGECO alors que l'UECO, l'Union des écrivains congolais, existait déjà? D'accord. Peut-être la question, j'y réponds parce que je suis l'initiateur, oui. Le fondateur de l'Association des jeunes écrivains du Congo, mais j'y réponds pas à l'heure actuelle comme étant président, parce que je ne suis plus président. Oui. Donc moi au moins j'avais fait mon mandat, et après moi il y a eu un autre président et un deuxième président. Donc je ne suis plus le président en exercice. Actuellement c'est mon très très cher ami Joji Belaou qui est le président de l'AGECO. Avant lui c'était Issa Maleki Rodrigue. Et pourquoi on a créé AGECO alors que UECO existait? UECO, il faut le rappeler, c'est l'Union des écrivains congolais qui est présidée à l'heure actuelle par les professeurs Boabo Akaebe. Vous avez reçu aussi sur votre plateau ici, que je salue en passant, le président. Nous avons créé, comme le dit très bien même la petite signature de l'AGECO, tout simplement pour allumer les lampions de la littérature congolaise. Nous avons créé cette structure-là pour contribuer à la promotion de la littérature congolaise. Je pense que nulle part il n'a été dit dans le statut de l'UECO que nulle autre structure ne pourrait être créée pour soutenir la littérature congolaise. Okay. C'était ça en fait, moi j'avais compris. Je me suis dit, bon, quand on est arrivé dans la scène littéraire, on était très jeunes. Je suis encore jeune, mais j'étais encore très jeune à l'époque. Oui. Et donc, je ne pouvais pas venir dire, écoutez, prof Bois, prof Willy, faites ceci, faites cela. Non, non. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je pense que je peux, avec le petit cercle que j'avais d'amis et qui arrivait à m'entendre, je me suis dit, mais écoutez, si on ne sait pas attendre que les aînés fassent ceci et que nous pouvons le faire, parce qu'on ne l'interdit pas, commençons à le faire. On a commencé l'aventure, c'était à l'UPC. Oui. Nous avions un cercle qu'on appelait le cercle de jeunes écrivains de l'UPC. Ça s'appelait la plume ipécienne, que j'avais initié. Et ce cercle-là avait vraiment connu un grand succès à l'université. Imaginez-vous, à l'UPC, il n'y a pas une faculté de lettres. Mais nous avions eu des activités où il y avait des gens, il y a des mondes fous. Même le professeur Maziga est venu une fois là-bas. C'était très bien organisé. Tout est parti de là qu'on s'est dit, mais tiens, il y a beaucoup de jeunes qui écrivent à travers la République et qui ne savent pas à quel sens se vouer, qui se disent, mais comment, il n'y a pas de rencontres, il n'y a rien. On s'est dit, bon, nous attendions qu'il y ait des rencontres côté de l'UECO. Bon, des fois, des rencontres, il n'y avait pas, des fois, on s'est dit, bon, pas de problème, on ne va pas aller bousculer les aînés. Oui. Le jour où il y aura des rencontres, on ira. S'il y aura des activités, on ira. Mais comme on a un peu des idées pour faire des choses, on essaie de créer une association de jeunes, on s'est dit, bon, on s'appellera les jeunes écrivains du Congo. Et quand je suis allé sur Internet, je me suis rendu compte que je n'inventais pas la roue. Je me suis rendu compte que dans certains pays, à travers le monde, oui, il y avait justement des associations de jeunes écrivains de ces pays-là. Et donc, on a lancé l'aventure, je crois que c'était en 2011, si je ne m'abuse, en tout cas 2011, qu'on a lancé l'aventure et c'était bien parti. Je crois qu'aujourd'hui, l'AGECO a vraiment contribué pour la littérature congolaise. Beaucoup sont venus à la littérature et ont cru à leur art grâce à l'AGECO. Et moi, c'est une grande joie pour moi. Vous estimez l'apport de l'AGECO à la littérature congolaise? Oui. Quel est cet apport?
Non, mais un grand apport. Ce que je dis maintenant après, c'est ceux qui ont vécu tout ça vont vous le présenter, oui. Mais notamment pour juste dire en passant, vous savez qu'à un moment, tout le monde parlait de cette situation, de la léthargie dans laquelle vraiment était la littérature congolaise. Tout le monde était d'accord sur ça. Et puis quand l'AGECO arrive, on a commencé à avoir des rencontres régulières, en tout cas chaque mois, on avait 2-3 activités à la Maison des Savoirs, oui. La salle était toujours pleine, on a commencé à venir à faire des activités à Wallonie-Bruxelles. Donc tout ça, et ceux qui ont vécu en tout cas ces moments-là se disent, mais oui, grâce à cette écriture, on a vu la littérature revenir. À l'époque, on n'arrivait pas à citer 2-3 cercles d'écrivains, mais aujourd'hui, voilà, la GECO est venue, il y a maintenant, vous pouvez arriver à citer 10 salons, 10 cercles d'écrivains à travers la ville ou les pays, et la GECO a des antennes à travers la République. Je crois que c'est vraiment ça, et l'avantage de l'apport, c'est que, surtout pour le jeune, oui. Voilà, le fait de voir des activités qui passaient à la télé, se disait, il y a ceux qui écrivaient dans leur chambre, se disaient, mais tiens, il y a des amis qui se réunissent à tel endroit, j'y vais aussi. Et quand ils venaient, ils avaient justement de la matière, ils étaient informés, ils participaient au concours. Je crois que l'histoire retiendra quand même que ça a beaucoup apporté, d'une certaine manière. Tout à fait. Et si on revenait au qualificatif jeune, oui. De quelle jeunesse s'agit-il? Alors le 2, par rapport à l'âge, ça a été le grand débat depuis toujours. Par rapport à la production littéraire. Ça a été le grand débat depuis toujours. On nous disait toujours, oui, jeune par rapport au... Nous, on a dit, bon, nous, c'est jeune. Si vous vous trouvez être jeune en âge, venez. Vous êtes sexagénaire, vous trouvez être jeune en esprit, vous voulez être avec nous, venez. Vous venez commencer le métier d'écriture, vous êtes jeune par rapport à la production, venez. Donc, en tout cas, c'était devenu comme ça. Parce que vous parlez même de ça, je me permets ici, en tout cas, de saluer la mémoire d'un grand ami, mais qui s'est considéré jeune parmi nous, mais qui, voilà, qui nous a beaucoup aidé. Jean-Claude Toila, vous connaissez très bien. Voilà. C'est un grand ami, mais c'est un aîné, mais qui a toujours été membre actif de l'association des jeunes écrivains du Congo. Et on ne citera pas que Jacques Toila, Gilbert, papa Gilbert, vous-même, vous étiez là. Donc, tout le monde est passé dans GECO à un moment. Donc voilà, c'est quand même une structure qui a réuni pratiquement tout le monde dans le monde littéraire en RDC, en fait. Comment voyez-vous l'avenir de la littérature congolaise? Oh, moi je la vois resplendissante. Okay. Moi j'y crois. Quand je dis ça aux gens, je me dis, mais je dis non, moi en tout cas, par rapport à ce que j'ai vécu, moi je parle cela, je dis cela par rapport à mon expérience propre. Oui. Du moment où j'arrivais dans la scène littéraire, ce que je voyais quand je suis arrivé, et ce que je vois aujourd'hui, non, je ne peux qu'avoir vraiment de l'espoir. Hein? Vous savez, monsieur Laurent, il y a à peine 10 ans, et des fois je dis ça à mes amis jeunes et tous mes confrères, il y a à peine 10 ans, c'était difficile de retrouver un cercle où il y a 50 jeunes, je dis bien jeunes, de la vingtaine, et qui se déclarent être écrivains. Non. Moi je me souviens à l'époque, je venais dans des rencontres comme ça, mais j'étais les plus petits et les tout seuls. J'étais là tout seul. Mais aujourd'hui, il y a des fois je fais des rencontres à Wallonie-Bruxelles, mais des fois la salle est archi-comble que pas avec les jeunes. Okay. Et les jeunes qui vous disent, voilà, il est écrivain, il a publié ceci, il est en train d'écrire. Mais là, quand je vois que maintenant, le secteur est vraiment rempli de jeunes, qu'est-ce qui m'avait motivé moi à venir sur la littérature? Je peux revenir par rapport à ça pour vous dire l'espoir que j'ai. Oui. Quand je me suis déterminé à publier le Cauchemardesque de Tabou, je crois que j'étais encore dans la vingtaine à l'époque, mais vraiment au début de la vingtaine, je m'étais dit quoi? Je fouillais dans l'anthologie de la littérature francophone d'Afrique centrale, les auteurs zaïrois de l'époque. Oui. Ceux qui sont nos parents, nos papas, nos doyens d'aujourd'hui. Mais ils étaient tous dans la vingtaine. Vous vous rendez compte? Moi, c'était ça en fait qui m'a motivé. J'essayais de regarder, je l'adore, papa Kadimanjouzi, qui est professeur à Maïrengon. Oui. Mais il n'avait même pas encore plus de 25 ans. Quand il publiait les Ressacs. Je voyais, je crois que c'était 23 ans ou 21 ans. Philippe Mazega Bionzou Nzazo, je crois qu'il avait 27 ans. Clémentine Jouzi, vous voyez, tous en tout cas nageaient dans la vingtaine. Okay. Tous. C'était rare de trouver, en tout cas le plus vieux, c'était ceux qui étaient dans 31, 32. Mais la majorité
dans cette anthologie-là, du moins, en tout cas, Oui. était 21 ans jusqu'à 27 ans. Et donc, je me disais, mais tiens, mais alors, au moment où nous arrivions, tous étaient déjà des aînés. Donc, je vois, tous étaient déjà des papas, ils étaient dans la cinquantaine, soixantaine, 70 même. Et donc, on ne pouvait pas s'imaginer alors avoir un écrivain qui a 20 ans, voilà, parce que c'était ça, en fait, le gros problème. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est une centaine de jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, qui se déclarent écrivains, qui sont même fiers. Voilà, vous voyez leurs posts sur Facebook, leur page, c'est écrit écrivain. Et ça permet pour nous autres là, de nous dire, voilà, il y a de l'espoir. Ça garantit que demain, cette littérature va vraiment conquérir le monde. Que faut-il faire pour que cette littérature soit connue, soit lue par un plus grand nombre? Il faut faire ce que vous faites aujourd'hui déjà. Ok. Moi, je le dis toujours en tout cas. Moi, ma philosophie est partie de ça. C'est ainsi que j'ai eu à faire, moi, pas mal de missions littéraires, donc dans beaucoup de chaînes. Il faut faire ce que vous faites aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Mais le faire en tout cas comme vous le faites. C'est-à-dire quoi? De chaînes que nous avons aujourd'hui, je vois dans le TNT, il y a plus d'une centaine de chaînes. Oui. Mais si on essaie de faire la somme, il n'y a que 2 ou 3 ou 4 chaînes qui ont des émissions littéraires. Mais toutes ces chaînes-là ne manquent pas de magazines de musique. Toutes ces chaînes. En tout cas, il n'y a aucune chaîne qui ne peut pas manquer une chronique musicale. Mais si toutes ces chaînes-là, qui se créent aujourd'hui, en tout cas, je lance un appel. Oui. Si tous se réveillent, ce n'est pas compliqué. Qu'ils puissent simplement avoir un espace. De ne fût-ce que vous ici, c'est magnifique. 1 heure. C'est beaucoup, c'est bien. Ça, a toujours été mon rêve. Si vraiment des grandes chaînes, des très belles chaînes comme ça, peuvent disposer des espaces d'1 heure pour parler littérature. Non, cette chose va décoller. Pourquoi ça va décoller? Regardez, j'explique un peu un projet, hein, mais bon. Si des gens vont suivre pour... J'explique un projet simple. On a une centaine de chaînes et figurez-vous que toutes ces chaînes ont au moins un espace de 30 minutes pour parler littérature. Oui. Ça fera quoi? Ça se fera que Richard Ali vient publier aujourd'hui et Bamba. Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, je sais que je ferai au moins 300 heures, ou même comment? Non, 30 chaînes, 30 minutes fois 100. Ça fait 3000 heures. Des passages à la télé. Donc, vous imaginez un peu qu'est-ce que ça fait déjà comme audimat. Qu'est-ce que ça fait déjà pour ceux qui ne s'intéressent pas à la littérature? C'est-à-dire qu'ils seront obligés, à zappant, de tomber comme ça au hasard, toujours à une émission littéraire. Et ils commenceront à s'intéresser. Ils commenceront à s'intéresser. Qu'est-ce qui se fera après? Ça fera en sorte que le multinational qu'on a dans ce pays, Oui. le mécène qu'on a dans ce pays, qui sont tous tournés vers la musique, non, ils sont obligés d'être tournés vers la musique puisque tous les regards sont vers la musique. Maintenant, quand ils verront que, mais non, mais les médias aussi parlent de la littérature, Oui. ils se diront quoi? Mais non, attendez, je dispose d'un 200 000 balles ici, qu'est-ce que j'en fais? Bon, et Richard Ali, quel est le projet qu'il y a là-bas? Non, j'ai un projet d'un concours littéraire. Bon, écoutez, il y a 100 000 $ pour la... Et ces 100 000 là, on organise un bon concours, celui qui gagne, il a 10 000 $, on publie son livre, on le diffuse à travers la République. Vous allez voir comment est-ce que cette chose va décoller dans moins d'une année. Voyez-vous un peu, c'est que je dis que non, des initiatives comme la vôtre, là, sont des initiatives à encourager. On attend toujours que le ministère puisse vraiment faire un push pour que, au niveau du Parlement, on puisse finalement voter la loi sur la politique culturelle, qui nous donnera comme ça la loi sur la politique du livre, voilà, qui pourra nous donner comme ça, nous, on a un projet intéressant du Conseil national du livre. Oui. Nous, on a un projet, on a travaillé comme ça, j'avais écrit à l'époque, et l'excellence Mengi le connaît aussi. Donc, ce sont des trucs, des éléments qui pourront vraiment aider à booster ces secteurs. Il faudrait que les gens viennent s'intéresser dans l'entrepreneuriat dans le secteur du livre. Moi, je donne des conférences sur ça. Il y a possibilité d'entreprendre et de gagner aussi sa vie dans le domaine du livre. C'est possible. Voilà pourquoi je pense que tout ce qui s'est fait ici, c'est ce genre d'initiative, en tout cas, beaucoup de fleurs à vous. 1 heure pour parler livre à la télé, je ne sais pas, vous êtes le premier, la première chaîne à donner ça comme espace aux auteurs et vous êtes vraiment à féliciter. Là, nous sommes presque à la fin, mais avant qu'on atterrisse, il y a une toute dernière question. Vous avez déjà effleuré la réponse à cette question. Est-ce possible pour un écrivain de vivre de sa plume en RDC? Voilà, justement, vous l'avez dit, donc le mécanisme que je viens d'évoquer ici, quand ça tiendra, ils vivront de leur plume. Mais maintenant, à l'heure actuelle, c'est encore difficile, il faut l'avouer. C'est peut-être un peu difficile, mais ça dépend de la vie qu'il veut aussi mener, hein, parce que si on doit prendre que arriver à nouer les deux bouts
grâce à la rémunération du droit d'auteur, ce sera compliqué. Ça, c'est vrai. Mais s'il faut voir maintenant tous les contours, ça veut dire des conférences, des ateliers, il y a tout ça. Hein, si on arrive à prendre tout ça, oui, ça peut... Moi, à un moment de ma vie, j'ai un peu vécu, j'ai gagné ma vie grâce à ça. À un moment, je louais quelque part, ben, le petit argent que j'avais pour payer les loyers, ça venait un peu de ces conférences-là, ça venait des émissions que je faisais, ça venait... Et oui, j'arrivais quand même à tenir les débuts grâce au livre. Donc, je pense que l'espoir est permis. Je crois que c'est ça vraiment la chose, l'espoir est permis. On est en 2020. Voyons cette décennie, je pense que dans cette décennie, jusqu'en 2030, on aura des jeunes auteurs qui vous diront « Oui, écoutez, moi, je gagne ma vie, je fais étudier mes enfants grâce au livre et en RDC. » Ok. Nous sommes arrivés à la fin et Vraiment. nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous dis merci, M. Laurent. Okay. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons reçu pour vous M. Richard Ali, un féru de littérature, l'initiateur de l'association de jeunes écrivains congolais et actuellement directeur de la bibliothèque du Centre Wallonie Bruxelles à Kinshasa. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.